Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui porte sur une introduction en fait à R et à RStudio. R, donc ça va être le logiciel qu'on va utiliser là, dans le cadre de notre cours, et RStudio, mais c'est vraiment l'interface que vous voyez là, présentement à l'écran. Ce qu'il faut savoir peut-être tout d'abord, c'est que R, c'est vraiment quelque chose qui a été développé peut-être plus pour les applications en statistique. Donc, vous avez peut-être déjà eu la chance d'ailleurs de travailler un logiciel comme ça dans un cours de statistique appliquée, ou peut-être que vous aurez la chance de le faire un peu plus tard. Mais il y a vraiment des packages, des librairies là, qui nous permettent de répondre à nos besoins qu'on va avoir, nous, dans notre cours d'algèbre linéaire. L'idée, ça va être vraiment juste de faire intervenir ces librairies-là au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin. Peut-être que ce qu'on peut regarder en premier, c'est vraiment l'interface qu'on a là, dans RStudio. Donc, vous voyez qu'il y a quatre fenêtres principales. Donc, vous avez en haut à gauche ici du code. Donc, c'est le fenêtre de script. Donc, on peut aller créer différents scripts. On peut les faire rouler pour, évidemment, exécuter le code. Donc, c'est quelque chose qui est relativement là, usuel. Vous avez en bas une console avec un terminal pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe en temps réel. En haut à droite, vous avez l'environnement. Donc ça va être vraiment l'environnement mémoire. On va être capable de voir c'est quoi les variables qui ont été créées en ce moment, c'est quoi les valeurs qu'elles ont en ce moment. Là, pour l'instant, j'ai rien roulé, donc évidemment en mémoire, j'ai rien. Je vais pouvoir voir aussi mon historique, certains tutoriels, les connecteurs, et dans la dernière fenêtre en bas à droite, donc les fichiers, donc où est-ce qu'on se trouve présentement, d'un côté peut-être répertoire. On va pouvoir créer des graphiques avec R, donc ils vont être tous stockés dans l'onglet Plots. Les packages, donc en ce moment, c'est quoi les librairies qui ont été loadées dans mon environnement. Donc on peut aller cocher d'autres librairies pour en loader. On peut aussi aller les décocher au besoin. Une fenêtre d'aide, donc qui peut nous permettre d'aller chercher certaines fonctions pour comprendre qu'est-ce qu'elles font finalement, mais aussi comment les utiliser. Et un viewer, donc qui va nous permettre d'aller faire différentes visualisations. Donc, je nous ai fait un petit listing, donc certains items qu'on va passer au travers pour peut-être voir un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire avec R. Donc, premièrement, on est capable de faire du calcul de base. Donc, si je l'ai mis dans mon script, mais si je prends la ligne 3 plus 4 et que je roule ça ici, ben, dans la console, on voit que le résultat, c'est 7. Donc, on est capable de faire des additions. Et il y a des raccourcis aussi là, qui nous permettent d'aller rouler une ligne directement. Donc, ça fait 3 fois 4. En bas, on voit ici que ça fait 12. Et 3 à la 4, ça me donne 81. Donc évidemment, on peut faire les mêmes opérations directement dans la console. Donc on peut aller écrire et on obtient le résultat. Pour ce qui est de l'affectation, donc il y a des détails qui sont un petit peu techniques, mais vous pouvez utiliser autant le symbole d'égalité que la flèche. Donc si ici je dis que je crée une variable x, je n'ai pas besoin de définir qu'est-ce que c'est, pas besoin de dire le type. Je vais juste dire si x est égal à 3. Donc, on voit ici qu'en mémoire, on me dit que j'ai créé la variable x et que sa valeur en ce moment c'est 3. Et je peux faire la même chose avec une affectation de type flèche. Et je vois ici que j'ai mon y, la variable y, a une valeur de 4. On peut faire encore des opérations là-dessus. Donc, si je fais x plus y, on me dit que le résultat c'est 7. Et si à z, j'affecte la valeur x plus y, ben, ça me crée une nouvelle variable avec la valeur de 7. Vous remarquerez que quand on fait une affectation de ce genre-là, il n'y a rien dans la console ici qui sort. Donc, si on veut voir la valeur, on peut soit tout simplement prendre la variable, rouler, et on voit que en ce moment, elle contient la valeur de 7. Ou il existe la fonction print, donc print qui va nous faire afficher ce qu'on met dedans. Donc, si je fais afficher la valeur de z, qui est 7 également. Comme d'habitude, on peut faire de l'affectation en utilisant la variable des deux côtés du symbole d'égalité. Donc, on peut faire x est égal à x plus 31. Donc, si je fais ça, ça vient changer ici ma valeur de x et je peux afficher dans ma console. Donc, ici, je conduis avec une valeur de 34 dans la variable x. On est capable de traiter les chaînes de caractères. On va traiter les mots aussi dans R. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut utiliser les guillemets, donc les doubles barres, si on veut, là, pour faire du texte. Donc, si je fais mon texte et j'écris j'aime les biscuits, donc ça fonctionne. Vous remarquerez qu'en utilisant les doubles guillemets ici, je suis capable d'aller utiliser la petite barre en haut, la petite apostrophe dans mon texte sans problème. Et bon, je suis capable d'aller faire afficher le texte de la même manière. Si je roule mon texte en bas dans la console, on voit le texte qui apparaît, j'aime les biscuits. Et je peux aller utiliser la fonction print aussi et j'obtiens le même résultat. Une autre manière d'aller gérer les textes ou les chaînes de caractères, c'est d'aller utiliser directement les apostrophes pour signaler qu'on veut du texte. Et dans ce cas-là, si vous voulez faire une apostrophe, il faut l'utiliser
comme étant un caractère spécial, ici avec le backslash. Donc, même chose, je peux rouler, ça me crée une nouvelle variable ici, j'aime beaucoup les biscuits, et je peux faire rouler, je peux faire afficher qu'est-ce qu'il y a dans cette variable-là. Vous avez des constantes qui sont créées de base dans R, donc si on roule pi, ben, ça nous donne la constante habituelle pour pi, donc évidemment qui est tronquée. Et vous avez des valeurs de vérité qui sont codées de base aussi, donc t ça représente la valeur true, true aussi ça représente la valeur true, f c'est false et false également c'est false. Donc ça peut être utile de savoir que ces choses-là existent pour faire différents tests pour vérifier certains codes. Ensuite de ça, ici, vous avez un segment qui porte sur les instructions conditionnelles. Donc, comment est-ce qu'on va faire des if, des else, des for, des while, donc tout plein de choses. Donc, j'ai mis différents exemples. Vous pourrez les déconstruire au besoin. Donc, si vous avez un premier segment où on utilise le égal, donc c'est vraiment pour vérifier est-ce que x prend exactement la valeur de 34. Donc, ici, on peut aller rouler, sachant que mon x a effectivement une valeur de 34 ici. La condition devrait être respectée. Là, ça ici, ça a été exécuté et on le voit là en bas que ça a été imprimé. Je ne vais pas tout rouler, mais vous avez la même logique ici. Donc le double banc vertical, c'est ce qui représente le OU logique et le double éperluette, c'est ce qui représente le et logique. Donc c'est les symboles que vous allez pouvoir utiliser pour faire du conditionnement au besoin. Et pour ce qui est de l'itération, donc vous avez la boucle for et la boucle while qui sont créées ici. Donc on peut aller utiliser un indice. Encore une fois, on n'a pas besoin de définir cet indice-là. On peut juste utiliser une certaine lettre ou un certain symbole. Donc, si je dis pour i qui prend les valeurs entre 30 et 34, on veut afficher i. Donc, si je fais rouler ça ici, on voit que ça commence effectivement à 30 et que ça se rend à 34. L'incrément se fait toujours de une unité. Si je prends mon x, donc mon x qui a présentement une valeur de 34 et que je veux savoir, mais tant que x est plus petit que 40, on veut afficher x une fois qu'on va avoir ajouté 1 à x, donc même chose, je peux faire rouler. Et on voit qu'effectivement, c'est à 40 que ça prend fin. Donc vous avez vraiment là, les écritures de base là, pour générer des boucles, pour générer des énoncés de conditions. Vous allez être capable d'adapter ça sans trop de problèmes. Je l'ai dit tout à l'heure, mais quand on crée une variable, on n'a pas besoin d'aller définir nécessairement quel type de variable ça va être. Par contre, ça peut être utile de le faire un petit peu à l'inverse, donc d'être capable d'aller récupérer le type d'une variable si jamais on fait plein de modifications là-dessus, donc on ne sait plus vraiment qu'est-ce que c'est. Donc la fonction typeof va vous permettre de faire ça. Donc si je demande c'est quoi le type de x, bien, on me dit que c'est un double, et si je demande c'est quoi le type de mon texte, bien, on me dit que c'est un caractère, donc c'est une chaîne ici de caractères. Maintenant, on va peut-être toucher à des choses qui sont plus intéressantes dans le cas de notre cours d'algèbre linéaire, donc la notion de vecteur, donc comment est-ce qu'on peut aller définir des vecteurs, éventuellement comment est-ce qu'on peut aller définir des matrices, c'est quoi les opérations qu'on peut faire dessus. Donc malheureusement, ici vous avez un petit x qui nous dit que il semble y avoir un problème dans cette ligne-là. Donc je ne peux pas me définir un vecteur U1 qui serait tout simplement des parenthèses avec mes valeurs 3 et 4. Malheureusement, ce n'est pas une écriture qui tient la route dans R. Donc plutôt pour définir un vecteur, moi, je vous invite à utiliser une des deux façons que vous avez ici. Donc, quand on prend la lettre petit c avec des parenthèses, ben ça ici, ça va venir nous créer un vecteur. Donc, si je roule ça ici et qu'on regarde dans mon environnement ici, donc la variable U2 a été créée, on me dit que c'est un tableau, si on veut, de numérique, donc ça veut dire des valeurs numériques. Ça commence à l'élément 1, ça termine à l'élément 2, et les éléments en question, ce sont 3 et 4 qui sont les éléments que j'ai mis ici. Ça, c'est une première manière d'aller créer un vecteur. Deuxième manière, c'est d'aller utiliser la fonction vecteur. Donc, si je dis que j'aimerais savoir un vecteur qui contient des numériques, donc qui contient des nombres de longueur 2, si je fais ça, il va être initialisé automatiquement avec des zéros. Donc, je peux le faire afficher aussi en console au besoin. On voit qu'ici, j'ai 2 zéros. Et après ça, je pourrais soit aller changer chacune des valeurs ou je peux faire des opérations sur ce vecteur-là. Par exemple, je peux faire U3 est égal à U3 plus 2. Regardez qu'est-ce que ça donne. Et là, on voit que l'opération est peut-être un peu différente de ce qu'on s'attend, parce qu'on est en train de prendre un vecteur et d'y ajouter un scalaire. Pourtant, l'opération est bien définie et on a ajouté finalement le scalaire à chacune des positions du vecteur. C'est quelque chose qu'on va devoir s'habituer. Ce n'est pas nécessairement toutes des opérations qui existent quand on fait les choses formellement en mathématiques. Par contre, il y a quand même un avantage à ce qu'on soit capable de faire ces opérations-là. Ça nous permet de peut-être faire
plus de choses, ou en tout cas de prendre des raccourcis un peu là, dans les différents algorithmes qu'on va écrire. Donc là, on a nos deux vecteurs U2 et U3 qui sont de même taille ici, ce qui signifie qu'on devrait être capable de faire des opérations. Donc on peut faire la somme de deux vecteurs. Donc si je fais U2 plus U3, ben, ça me retourne le résultat dans la console. Si je fais U2 fois U3, donc peut-être que je peux afficher en premier U2, donc qui est le vecteur 3, 4, U3 qui est le vecteur 2, 2. Et si on fait la multiplication entre les deux, ben, j'obtiens le vecteur 6, 8. Donc ça le fait 3 fois 2 qui me donne 6 et 4 fois 2 qui me donne 8. Donc ça ici, c'est vraiment une nouvelle opération. Ce n'est pas une opération qu'on a dans notre cours d'algèbre linéaire de faire la multiplication terme par terme, mais encore une fois, ça peut être pratique. Ça peut nous sauver du temps dans certains algorithmes de prendre avantage de cette opération-là qui est le produit terme par terme chez les vecteurs. Quand j'ai parlé du vecteur U3 tantôt, je vous disais qu'on pouvait peut-être modifier le vecteur composante par composante. Donc, pour y arriver, il va falloir utiliser les crochets comme ça ici. Donc, mon vecteur U2 ici, on voit que c'est le vecteur 3, 4. Donc, si je fais U2 et entre crochets, je mets la position numéro 2, ben, ça devrait me donner le deuxième élément ici qui est 4. Donc ça, c'est vraiment pour avoir accès à la valeur qui est comprise dans la deuxième position. Si je dis qu'à la position 2, je vais avoir la valeur de 5 et que je roule ça, bien, on voit que ici, dans mon environnement, la valeur de 4 a été modifiée pour obtenir la valeur de 5. Et comme d'habitude, on peut faire le même genre d'opération qu'on est habitué. Donc, je peux mettre la même variable des deux côtés de l'égalité, faire une opération dessus, faire afficher. Donc, on voit que j'ai fait augmenter ma deuxième position de 1. Ça peut être pratique là, quand on fait des diverses itérations, de programmer les choses de cette façon-là. Ensuite de ça, donc j'ai un petit segment qui porte sur les matrices. Donc encore une fois, les matrices, on ne peut pas juste les écrire là, explicitement. On a besoin d'une fonction pour faire ça. Donc c'est la fonction matrix. Ici, on va avoir plusieurs paramètres parce qu'une matrice, ben, pour un même nombre d'entrées, on a différentes manières d'aller la représenter. Ici, j'ai pris une matrice avec 4 valeurs. Donc une matrice à 4 valeurs, ça pourrait être une matrice ligne, ça pourrait être une matrice colonne ou ça pourrait être une matrice 2 par 2. Donc il faut aller indiquer à R que moi j'aimerais ça avoir le nombre de rows, donc le nombre de lignes qui va être 2 et le nombre de colonnes qui va être 2 aussi. Ce qui fait que quand je roule tout ça, ben, j'obtiens effectivement la matrice que moi je souhaite avoir. On remarquera que l'ordre d'entrée ici est important. Donc les chiffres 1, 2, 3, 4 ont été rentrés vraiment là, colonne par colonne. Si je fais à peu près la même chose, mais que je lui dis que je voudrais plutôt entrer les valeurs par ligne, donc c'est exactement la même ligne, sauf qu'on a ajouté qu'on voudrait rentrer les valeurs par ligne, je peux rouler tout ça. Et cette fois, ben, les valeurs ont été rentrées une ligne à la fois, donc plutôt qu'aller colonne par colonne, on y va ligne par ligne. Si on prend les opérations qui sont peut-être plus usuelles sur les matrices, donc on peut aller faire la somme de matrices. Donc si je fais A plus B, donc on a les matrices qui sont juste en bas ici dans la console. Si j'ajoute, ben, ça fait l'addition terme par terme, qui est l'addition usuelle. Tout comme pour les vecteurs, vous avez le produit terme par terme. Donc, ce n'est pas une opération qui est définie, encore une fois, dans nos notes de cours, dans l'algèbre en général, mais qui peut être utile d'un point de vue algorithmique. Nous, normalement, ce qui va nous intéresser, c'est le produit matriciel. Donc, vous avez ici un symbole qui est particulier. Pour le produit matriciel, c'est vraiment pourcentage astérix pourcentage. Et ça ici, mais ça se comporte comme le produit qu'on a vu ou qu'on va voir là, dans un cours d'algèbre linéaire. On a quelques autres opérations qui peuvent être intéressantes. Donc, la transposition, entre autres, c'est qu'on prend une matrice et qu'on vient comme la tourner par rapport à sa diagonale principale. Donc, c'est ici la fonction T. T pour transposition, qui vient vraiment là, effectuer l'opération pour nous. Un peu de la même manière que pour les vecteurs, on peut avoir besoin d'accéder aux éléments d'une matrice. Donc ici, si je prends la matrice A, qui est la matrice 1, 3, 2, 4, quand j'y vais par ligne, et que je veux avoir accès à l'élément en position 1, 2, donc 1, ça va vouloir dire que c'est la première ligne, et 2, ça va être la deuxième colonne. Ça va être la même notation qu'on a dans le cours. La première position, c'est la ligne. Deuxième position, c'est la colonne. Donc ici, en principe, ça devrait me sortir la valeur de 3. On roule et on a effectivement la valeur de 3 qui est la valeur qui est ici, donc première ligne, deuxième colonne. Pour remarquer que les indices ici devraient en principe vous aider à vous retrouver. Le 1, signifie que avec ça ici, on a accès à la première ligne. Avec ça ici, j'ai accès à la deuxième ligne, première colonne,
deuxième colonne. D'ailleurs, on pourrait faire exactement là, cette écriture-là. Donc, je pourrais faire A, et là, je pourrais aller sortir crochet 1 comme ça ici. Là, en principe, si je dis pas de colonne, ben, il devrait me sortir la première ligne au complet. Donc, si je roule ça, ça sort effectivement un 3 qui correspond à la première ligne. Pas la première colonne, mais bien la première ligne. En dehors de ça, donc on peut aller créer des matrices à partir de vecteurs. Donc des fois, c'est pratique de pouvoir faire ça. Donc si on se rappelle les vecteurs U2 et U3, donc le 3C, c'est 2, qu'on a ici, ben, je peux aller créer une matrice à partir de ces vecteurs-là, toujours en spécifiant c'est quoi la taille de la matrice que je veux. Donc dans ce cas-là, j'obtiens la matrice 3, 6, 2, 2, donc on voit que les vecteurs ont été placés en colonne. C'est souvent comme ça qu'on va travailler dans le cours, donc ça peut être pratique là, de pouvoir le faire de cette façon-là. Au besoin, même chose, on va pouvoir modifier là, notre appel à la fonction pour rentrer les vecteurs en ligne. Vous avez d'autres commandes qui vous permettent de faire exactement la même chose. Donc vous avez rbind ou rbind. Donc R c'est pour row, donc c'est pour les lignes. Donc si on veut coller ensemble ou fusionner ensemble les vecteurs comme s'ils étaient des lignes. Donc si j'ai le premier vecteur 3, 6, deuxième vecteur 2, 2, donc on voit les noms des vecteurs qui sont marqués ici. Ou j'ai cbind, donc on vient fusionner les vecteurs comme s'ils étaient des colonnes. Et alors même chose, donc je vois mon vecteur U2 qui est en première colonne et U3 qui est en deuxième colonne. Je vous ai mis un exemple d'une bonne pratique, peut-être que c'est une bonne pratique pour rentrer une matrice, donc c'est une méthode que je vous donne qui est vraiment pas, qui n'a pas besoin d'être suivie, mais ça peut être intéressant de le faire. Donc, pour être capable de bien lire la matrice, donc si moi je veux la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je la voudrais avec 3 lignes et 4 colonnes. Donc, on essaie de faire une écriture qui va un peu représenter ça. On lui dit qu'on veut rentrer les valeurs ici par ligne et si je roule ça ici, ben, j'obtiens exactement la matrice que je vous ai spécifiée. Donc, ça peut aider un peu à la lecture du code, mais c'est peut-être vous là, qui allez développer votre propre manière de naviguer dans R et dans RStudio. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a utilisé, c'est vraiment des fonctions de base, donc c'est des choses qui sont disponibles dans R dès que vous installez le tout. Éventuellement, ça se peut qu'on ait besoin de télécharger certains packages ou certaines librairies. Donc, moi, ce que je vous invite à installer en premier, c'est la librairie Matlib, donc c'est pour Matrix Library. Moi, j'ai déjà installé, donc j'ai pas besoin de le faire, mais une fois que vous l'installez, il faut l'activer. Donc, moi, je vais activer la librairie Matlib. Et en faisant ça, ça vous donne accès à toutes sortes de nouvelles fonctions. Puis ici, j'en ai pris une au hasard. On pourra en explorer diverses ensemble au besoin. Mais vous avez la fonction Matrix to LaTeX. Donc, si vous connaissez LaTeX, c'est vraiment un langage qui vous permet d'aller faire des mathématiques, ou en tout cas, d'écrire des équations d'une jolie façon. Bien, ici, on viendrait d'avoir une façon d'aller écrire notre matrice A, qui est la matrice 1, 3, 2, 4, dans LaTeX. On pourra revenir là, sur diverses utilisations du package Matlib un peu plus tard. Tout à l'heure, vous avez parlé, donc ici, on peut avoir des plots, donc on peut avoir des graphiques qui apparaissent dans R. Donc, voici une petite utilisation de comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc, j'en ai créé une variable qui va être pour les valeurs horizontales, donc en X. Donc, si je dis que je voudrais avoir une séquence, c'est ce que ça représente. C'est une fonction séquence qui part de moins 5 jusqu'à 5 et qui fait des incréments de 0.1. Si je roule ça ici, donc on voit qu'il y a une valeur qui a été créée dans mon X, dans ma variable X. C'est ici un genre de tableau ou un vecteur qui a 101 éléments. Là, on voit que ça part à moins 5, moins 4.9, moins 4.8 et éventuellement jusqu'à 5. En Y, mais moi je voudrais créer une fonction, je voudrais que ce soit la fonction x carré plus 2x plus 1. Donc ici, si je roule la ligne, on voit que ça va créer un nouveau vecteur, y, et essentiellement, c'est que ça vient appliquer la fonction que j'ai mis ici sur chacune des valeurs qu'on avait dans notre vecteur x. Donc c'est aussi pratique de pouvoir faire ça, même si ce n'est pas quelque chose qui est usuel. Ça se comporte relativement bien. Et ensuite de ça, on peut demander d'aller faire le graphique de XY. Donc là, ici, j'avais joué dans mes paramètres, ça sort à l'extérieur. Normalement, ça va sortir dans votre zone plot. Donc ça ici, c'est le graphique en XY qu'on a demandé. Donc c'est vraiment tous les petits points, tous les petits couples qu'on a définis.
Et donc, il y a plusieurs manières d'aller faire ça. Donc, je pourrais revenir ici, ajouter certains paramètres qui, encore une fois, on pourra explorer peut-être dans le cadre d'une autre capsule. Et là, ben, on est en mesure de faire un graphique qui est un peu plus joli. Donc, une ligne ici, qui est peut-être un peu plus à quoi on s'attend, avec un joli titre, bon, avec des axes qui ont peut-être un peu plus de sens. Et pour terminer, donc, juste une fonction, je vous montre comment est-ce qu'on peut approcher l'étude d'une fonction dans R. Donc, disons que je vous dis ou que quelqu'un vous dit sur Internet que la fonction polyroot serait utile pour vous. Donc, ben, si on fait juste la rouler, malheureusement, ça ne fait rien. Ça nous dit qu'il y a une erreur, mais ça ne nous indique pas nécessairement comment aller utiliser cette fonction-là. Eh bien, dans R, vous avez la fonction help, donc la fonction aide, qui va vous permettre de comprendre un peu comment est-ce une fonction est utilisée ou comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle retourne. Donc, si je prends help avec ma fonction polyroot que je mets ici entre guillemets, je roule ça, et bien directement dans la zone d'aide, ça vient me dire donc polyroot c'est présent dans quel package, donc c'est dans un package de base, et ça me dit comment que ça fonctionne avec quand même là, une certaine quantité d'informations, souvent avec quelques exemples. Si vous n'aimez pas la commande help, ben, il y a la même chose qui peut vous aider. La commande point d'interrogation, ça vous amène essentiellement au même endroit, donc c'est juste un shortcut, c'est juste un raccourci parce que c'est plus facile d'écrire point d'interrogation. Et vous avez le double point d'interrogation. Donc, double point d'interrogation, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment chercher le nom de la fonction dans tout ce que vous avez d'installé, ou peut-être même dans un peu plus que ça, et ça vous dit, mais c'est quoi toutes les fonctions qui existent qui sont proches du mot polyroot ou qui sont exactement le mot polyroot selon qu'est-ce que vous allez écrire. Donc, s'il existe seulement une fonction, donc qui est dans le package de base, donc si je clique là-dessus, ça me renvoie encore une fois à la même page. L'idée, c'est vraiment que on pourrait essayer des mots-clés pour voir si ça s'approche de quelque chose qu'on est en train d'essayer de faire. Et après, sinon, on peut aller compléter là, avec une recherche sur Internet pour s'aider un peu. Il y a quand même beaucoup de documentation là, en ligne pour toutes les fonctions de R et de RStudio. Et là, ben, finalement, ici, qu'est-ce que ça fait, cette fonction-là, juste pour compléter le tout, pour boucler la boucle. Donc, ça nous dit que ça nous permet de trouver les zéros d'un polynôme qui serait soit réel ou complexe. Donc, si je prends un polynôme qui serait réel, donc le polynôme qui serait 3x cube plus 6x carré moins 15x moins 18, je voudrais trouver ce quoi les racines ou les zéros de ça. Ben, je roule la fonction et on me dit que les racines, ça serait 0.5 moins 0.33 ou un tiers et moins 1. Donc, on serait capable d'aller factoriser ce polynôme-là directement à partir de la fonction polyroot. Donc voilà, ça fait le tour de ma courte introduction qui s'étire quand même un petit peu. L'idée, c'est vraiment de vous présenter vraiment qu'est-ce que c'est le logiciel, donc bon, les choses de base, évidemment du calcul, et l'utilisation peut-être au moins de base pour les vecteurs, les matrices. Au fur et à mesure qu'on avancera là, dans le cadre du cours, dans le cadre de nos besoins, mais on pourra explorer les nouvelles fonctions, puis on pourra apprendre davantage de ce petit logiciel.